This Girl explose. Personne y croyait, et moi je disais mais les gars vous avez rien compris, c'est un tube quoi. Vous ne connaissez peut-être pas son visage, mais vous connaissez sûrement sa musique. J'ai le plaisir d'accueillir Kungs cette semaine sur InPower. Est-ce que ce serait pas moi qui ambiancerais mes potes ? J'étais tout seul et je faisais de la musique tout le temps. C'est marrant mais non, j'avais pas peur du tout. J'arrivais en cours en sortant de boîte, tu rentres, t'es dans un état pas possible et puis tu croises un mec tout frais en train de faire son jogging, tu te dis ah putain. Propulsé à tout juste 20 ans de sa chambre d'étudiant à Aix-en-Provence aux plus grandes scènes de festivals internationaux comme Coachella, il s'est imposé comme un des DJ les plus influents de sa génération. Le monde te veut quoi. Les gens sont là, ils sont hyper contents, machin, et puis je regarde au fin fond de la foule et je vois 4 personnes partir. Et je vais me dire mais pourquoi ils partent les gars revenez tu vois. C'est bizarre, c'est le premier truc que je sors, c'est pas censé marcher à ce moment-là, mais est-ce que je mérite vraiment ? Comment construire sa carrière durablement quand on connaît un succès fulgurant ? Comment réussir à se détacher du regard des autres ? Comment prendre soin de sa santé mentale ? Merde, dans quoi je me suis embarqué ? J'arriverai pas, c'est trop dur. On dormait jamais, on était tout le temps en gueule de bois, donc je montais sur scène avec la peur au ventre. Ça allait pas du tout mais sans aucune raison. T'as pleuré une fois dans ta vie ? Ouais. Non. Je te jure. Ça m'a fait un bien fou. Comment tu l'as vécu ? J'étais dos au mur et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Kungs. Bonjour Valentin. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Merci. Je suis très contente de t'accueillir, c'est ton premier podcast. Ouais, tout à fait. Donc je suis flattée. Big up à Arnaud Laurent qui nous a mis en relation. Ouais. Et à Quentin qui du coup est ton manager qui est avec nous parce que sinon on n'aurait pas pu organiser ce podcast. Je suis très contente de te recevoir. Est-ce que j'ai déjà reçu un DJ ? On n'a pas reçu de DJ, tu es le premier DJ que je reçois. Quel honneur. Voilà, donc je suis sûre que tu seras à la hauteur, ne t'inquiète pas de pression. On va parler de pas mal de choses, on va parler de ce qui t'a mené ici, on va parler de ce que t'as envie de faire, on va parler des évolutions de ton métier. On m'a dit que t'étais un peu branché questions existentielles aussi, donc je suis ravie. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Bah écoute, déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je m'appelle Valentin, je suis DJ, producteur de musique électronique. J'ai 27 ans et je fais ce métier-là depuis maintenant 7-8 ans. Facile, le temps passe vite. C'est fou, en fait c'est vrai que c'est un métier qu'on est amené à commencer très jeune. Je sais pas forcément pourquoi, est-ce que c'est parce qu'on commence à sortir et comme c'est très lié quand même au monde de la nuit ? Est-ce que c'est à ce moment-là toi que t'as eu cette envie qui s'est développée, genre au lycée quoi tu t'es dit, est-ce que ce serait pas moi qui ambiancerais mes potes ? Ouais exactement, moi j'ai vraiment commencé comme ça, hein. J'ai commencé en ambiançant mes potes à des soirées quand on avait, je sais pas, 14-15 ans. Mais en fait c'est surtout un âge, je pense, où on se pose... beaucoup moins de questions que quand on devient adulte. Et donc c'est un âge où on se permet de tenter plein de choses, on sort beaucoup plus, on rencontre plein de monde et moi en tout cas à l'âge où j'ai commencé à faire ça, je me posais vraiment aucune question quoi. Je pense que c'est cette naïveté et cette envie de tout faire qui fait qu'on commence généralement assez jeune à faire ce métier-là. Tu dis que tu te posais pas de questions. Mais c'est quand même une période, je me revois à 17-18 ans, où au contraire, parfois, le poids de la décision est très dur à assumer. C'est l'âge où on te demande de choisir ce que tu veux faire de ta vie, ce qui est quand même un truc qui peut être assez stressant. T'avais pas, toi, cette forme d'inquiétude, de questionnement ? Pas du tout. C'est assez étonnant, d'ailleurs, quand j'y repense et que je pense au Valentin de 15-16 ans, je me dis mais putain j'étais vachement naïf quoi. C'est en fait j'ai commencé en mixant dans des soirées privées à Toulon, là où j'ai grandi, et j'arrivais comme ça à me faire 400-500 euros par soir. Et ça me faisait un argent de poche assez confortable et ça me permettait de pas non plus être trop stressé sur l'argent. Et j'ai passé mon bac et ensuite je suis allé à Aix-en-Provence pour commencer mes études. T'as choisi quoi comme étude ? J'ai fait un IUT GEA. Okay. C'est gestion des entreprises et des administrations, en gros c'est de la compta. Ouais, parce que tu t'es dit il faut que je sache manier mon bif. Non, pas du tout, franchement je te jure, j'étais tellement, encore une fois naïf, peut-être un peu bête, que je sais même pas pourquoi je me suis retrouvé là. Mon grand frère avait fait ça et en fait pour tout te dire, j'avais eu un crush sur une fille que j'avais rencontrée en colonie de vacances et cette fille habitait à Aix-en-Provence. Et donc on s'était dit ouais on se revoit et tout machin. Je l'avais retrouvée sur Facebook, elle m'avait dit viens passer une journée à Aix-en-Provence.
Donc j'ai pris un bus. Ah ouais. Ouais, j'ai pris un bus. C'est beau, c'est une belle histoire. Ouais, j'ai pris mon bus pour Aix-en-Provence et j'ai passé une journée là-bas et en fait je suis tombé amoureux de cette ville. Je pensais de cette fille, mais non. Non, la journée, en vrai, ça a été un peu un fiasco. La fille m'a pas calculé, mais ses copains étaient très sympas, donc j'ai passé la journée avec ses potes. Mais je suis rentré à Toulon et je me suis dit, putain, elle est vachement cool cette ville, il y a plein d'étudiants, ça bouge, c'est sa vie, je me verrais bien vivre un petit peu là-bas. Et donc j'ai passé mon bac et en vrai, j'ai surtout cherché un endroit facile où aller pour vivre à Aix-en-Provence. Et donc j'ai vu facile entre guillemets, mais sur admission post-bac, APB. Maintenant, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Parcoursup? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et donc sur APB, j'ai vu qu'il y avait ce truc-là à Aix-en-Provence. Et j'ai fait le lien, je me dis, mon frère a fait pareil, donc ça doit être sympa. Et donc je me suis inscrit là-dessus. J'ai été pris et en fait, j'avais fait un bac S, donc j'étais vraiment pourri en compta, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas du tout mon truc. C'est pas lié, parce qu'en bac S, on peut être bon en compta. Parce qu'on se dit les chiffres. Ouais, c'est ça, mais moi j'étais vraiment. Alors déjà, je sais pas comment je me suis retrouvé en S parce que j'étais trop nul en maths. J'aimais bien un peu la physique, la SVT, mais les maths, c'était pas du tout mon truc. Donc déjà, c'était un mystère que je me retrouve en scientifique, mais c'était plutôt une sécurité pour pouvoir faire un truc derrière qui me plaisait. Et donc finalement je me retrouve à faire de la compta tous les jours, puis je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc, donc j'ai arrêté au bout de 3-4 mois je crois. C'est une décision difficile à prendre d'arrêter ses études? Non. Ah non, moi je trouvais ça génial. Okay. Non mais je te jure, c'était... Tes parents ils devaient être contents. Bah ouais, mais entre temps en parallèle j'avais déjà commencé à faire beaucoup de musique. À chaque fois que j'étais chez moi, je m'étais installé une petite paire d'enceintes, un petit ordi et tout, donc quand j'étais pas en cours, la plupart du temps, je faisais de la musique et je la mettais en téléchargement gratuit sur SoundCloud. Donc, je m'étais créé une espèce de petite communauté de gens qui me suivaient, qui écoutaient ce que je faisais, tout ça. Donc, le jour où j'ai arrêté les études, j'avais pas rien à côté. J'ai pas dit à mes parents, bon, bah, je sais pas faire de musique, mais je vais me lancer là-dedans et puis on verra ce que ça donne. J'avais quand même une petite base qui donnait un peu confiance. Et donc le jour où j'ai arrêté mes études, c'était plutôt une libération, parce qu'en vrai c'est plutôt eux qui m'ont viré. Ils m'ont dit, bon, Valentin, là t'as 1 de moyenne. Enfin, j'étais le dernier, j'arrivais en cours en sortant de boîte. J'étais tout le temps à l'arrache mais ça allait. Enfin, j'étais pas, ils me détestaient pas, mais juste ils me disaient, bon bah, t'as rien à faire ici, laisse quoi. ta place à quelqu'un qui va pouvoir mieux l'utiliser, quoi. Comment ton quotidien change à partir de ce moment-là? Bah, j'ai essayé quand même de me réveiller le matin et de bosser, parce que je voulais pas non plus arrêter mes études pour rien branler et dire bon bah je me mets à la musique, on verra bien ce que ça donne. Je voulais quand même me donner les moyens que ça marche. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à mixer un peu plus régulièrement dans une boîte qui s'appelle le Mistral, à Aix-en-Provence. Vu que j'avais toujours mixé dans des petites soirées privées, j'avais un espèce de contrôleur pour mixer, mais c'est pas du matériel professionnel, entre guillemets. Et dans les boîtes et les festivals, les DJ utilisent du matériel professionnel. Moi, je savais pas du tout utiliser ce matos parce que c'est des platines qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont plus difficiles à manier. Et donc j'ai rencontré un pote qui s'appelle Yacine, avec qui je faisais plein de musique, il venait souvent chez moi et tout, il m'a appris beaucoup de choses. Et Yacine m'a présenté à des gens qui tiennent cette boîte, le Mistral. Et un soir, je suis allé voir les DJ résidents de la boîte. Et je leur ai dit, les gars, là je suis DJ, j'ai envie d'apprendre à utiliser ces platines, je sais pas comment ça marche, tout ça. Ils m'ont dit, bah viens le mardi à 4h du mat quand il n'y a plus personne et on t'apprend. Et donc je mettais mon réveil le mardi à 3h, j'allais dans la boîte et les mecs m'ont appris comme ça et ils ont été hyper sympas et hyper bienveillants avec moi. Bon, le dance floor un mardi à 4h du mat, ça ressemble pas à grand chose, donc je prenais pas énormément de risques, mais j'ai appris comme ça. Et puis voilà, cette année elle m'a appris surtout à me démerder et à essayer de faire le mieux possible pour que ça marche. J'étais tout seul dans mon appart à Aix et je faisais de la musique tout le temps. Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu avais des peurs à ce moment-là? Non, pas vraiment. C'est marrant, mais non, j'avais pas peur du tout. Je trouvais juste ça génial en fait de pouvoir faire ce que je voulais faire. Ça veut pas dire sortir tous les soirs et faire n'importe quoi et pas bosser, mais j'avais les horaires que je voulais avoir.
Je continuais tous les matins à boire des cafés avec mon pote Jérém, qui lui continuait son IUT-GEA. Donc on se retrouvait le matin et on buvait un petit café ensemble. Lui, il allait à l'IUT et moi, je rentrais chez moi et je faisais du son. J'essayais quand même d'avoir une hygiène de vie assez respectable. Et comment tu fais? Parce que c'est vrai que ça, c'est une question que je pense que se posent beaucoup de gens quand on voit les DJ de l'extérieur. C'est qu'on se dit, déjà, quand est-ce qu'ils dorment? Et comment est-ce qu'on fait pour tenir le rythme de sortie, quoi? Est-ce que tu t'imposes, on va dire, un nombre maximum? Enfin, à l'époque, on va en revenir après, parce que j'imagine que ça a changé aujourd'hui, mais est-ce qu'à l'époque, tu te dis, je peux pas me faire plus de 3 nuits, tu vois, en train de mixer? Est-ce que tu te promets de pas boire? Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on tient le mode de vie qui est hyper différent d'un mode de vie de ton pote Jérém, tu vois? Ouais, c'est vrai. Bah, mon pote Jérém, il sort énormément, donc finalement, c'est plus pas la bonne lui qui a référence. des choses à m'apprendre. Non, mais à l'époque, je sortais beaucoup, mais c'était plus pour profiter de ma vie de fin d'adolescence, on va dire. Mais après ça, quand j'ai commencé à sortir de la musique qui avait un peu de succès et qui me permettait de tourner, les premières années, j'ai vraiment profité à 1000% et je faisais beaucoup la fête. Ça, j'ai pas pu le faire pendant longtemps parce qu'à un moment, c'est fatigant. Ouais. Mais je suis content de l'avoir vécu comme ça. Au début, pour moi, c'était comme ça qu'il fallait le vivre au début. Maintenant, j'ai un peu grandi, je suis un peu plus posé. Donc, même quand je tourne, j'essaie d'avoir un rythme de vie sain. Je fumais beaucoup de clopes, par exemple, avant. Aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer. Quand je mixe, parfois, j'essaye de pas boire du tout, chose qui était impossible avant pour moi. Puis voilà, et maintenant, je vois un peu plus ça comme un vrai métier et presque un peu comme une hygiène de vie de sportif. Je pense que c'est important de tenir ça, sinon c'est trop difficile à vivre et puis t'es trop en déconnexion avec le reste du monde. Je déteste ce feeling de pas être en phase avec le reste du monde. C'est un peu flippant, quoi. Tu l'as déjà eu une fois en particulier? Ah oui, bah ouais, bien sûr. Je trouve qu'il n'y a rien de pire comme feeling que quand tu rentres de soirée, t'y allais un petit peu trop fort. Et puis il commence à faire jour, t'entends les oiseaux qui commencent à chanter, tu rentres, t'es dans un état pas possible et puis tu croises un mec tout frais en train de faire son jogging, tu dis ah putain, merde. Et puis tu vois les gens aller bosser et là il y a une déconnexion qui est difficile et je l'ai beaucoup vécu, cette déconnexion, et moi j'aime pas ça. Je préfère être plus sain, quoi. Ouais. Quand est-ce que tu te dis là je sens que ça peut vraiment marcher? Quand j'ai sorti mon premier titre qui m'a fait connaître et qui reste encore aujourd'hui mon plus gros tube, This Girl, quand je l'ai fait, quand j'ai créé le morceau, quand j'étais en train de le faire, je sentais qu'il y avait un truc. D'accord. C'est, avant même que quelqu'un l'écoute, quoi. Avant même que quelqu'un l'écoute, j'étais dans ma chambre avec mon ordi et tout, et j'étais en train de le faire et je me disais putain, il y a un truc. J'ai passé plusieurs mois dessus pour le finir parce que j'avais vraiment l'habitude de sortir mes morceaux très rapidement parce que je me faisais la main et je faisais plein de remixes. Parfois, j'en faisais un par jour et je le sortais tout de suite sur SoundCloud en téléchargement gratuit. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je vais prendre le temps de bien le terminer. Je vais vraiment me poser, prendre le temps parce que je sens qu'il y a un truc. Et puis, pour moi, c'était un petit peu une libération, ce morceau. J'ai senti qu'il allait pouvoir me faire sortir d'Aix-en-Provence et me faire enfin décoller comme j'en rêvais, quoi. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. D'accord, donc Ouais. c'est vrai que c'est très tôt. Ah ouais, c'est hyper tôt. Bah, j'avais 18 ans, je venais d'arrêter mes études et puis j'ai fait ce morceau-là. Et ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai fait écouter à mes potes une fois que je l'avais bien fignolé. Et je l'ai joué pendant une soirée chez mes potes et ils m'ont regardé genre putain, c'est pas terrible, quoi. Ils m'ont dit mais parce qu'en fait j'avais fait écouter une première version où il n'y avait pas les trompettes, le truc que tout le monde connaît, et ils s'étaient vachement attachés à cette première version qui était beaucoup moins mainstream, beaucoup moins radio. Et donc quand je leur ai fait écouter la nouvelle version, ils m'ont dit putain mais pourquoi t'as fait ça, t'as détruit le morceau et tout, et personne y croyait. Et moi je disais mais les gars, vous avez rien compris, c'est un tube, quoi. Et j'y ai cru parce que après ça je l'ai fait écouter aussi à plusieurs labels. Et j'ai eu pas mal de refus de labels qui me disaient bon bah c'est pas mal mais bon nous personnellement on n'y croit pas, donc voilà, je suis allé au bout de mon truc et moi j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose. Comment tu le vis quand des professionnels, donc tu vois des labels que tu admires et que tu respectes,
te disent non, nous on n'y croit pas. Comment tu fais pour continuer à y croire ? Je garde la foi. Je me dis, c'est pas parce qu'ils me disent qu'ils y croient pas que mon morceau vaut rien ou qu'il est nul ou qu'il marchera pas. En même temps, j'étais en train de commencer à tourner. J'avais fait quelques dates déjà avec David Guetta en première partie. Il jouait d'abord à l'Accor Hotel Arena, puis ensuite il avait fait une petite tournée en France et ensuite une tournée européenne. Et j'avais chopé ce filon-là. J'avais joué avant lui à l'Accor Hotel Arena, puis ensuite sur d'autres dates avec lui. Et je commençais à jouer This Girl à ce moment-là pendant mes sets. Le morceau n'était pas encore sorti. Et je sentais qu'il y avait un truc dans le public quand je le jouais. Et ça, c'est vachement important. C'est là que tu vois si ton truc peut marcher ou pas. C'est là si tu vois que les gens se l'approprient, comment ils réagissent. Et j'avais pas encore énormément d'expérience là-dedans, mais depuis le début, j'ai toujours essayé un petit peu d'analyser le public, voir si ça leur plaît ou pas ce que je joue. Et quand je jouais ce morceau-là, ils réagissaient encore plus que sur certains morceaux qui étaient déjà des tubes et que les gens connaissaient tous. Et je me dis, putain, la réaction est folle, quoi. Donc, j'y croyais et j'ai suivi mon instinct. Quand tu expliques que justement tu fais attention aussi au retour du public, c'est une vraie question que je me pose. Comment trouver l'équilibre entre ce que toi tu as envie de faire, toi ce qui te parle artistiquement parlant, en ayant toujours finalement quand même la conscience que ça doit plaire. Comment tu fais pour créer avec ça et pour pas en faire un frein à ta propre expression créative ? C'est une très bonne question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse parce que justement je pense que la quête de tous les artistes c'est d'essayer de vivre des moments de naïveté comme ceux que tu as pu vivre quand tu as eu un premier succès ou quand il y a une espèce de magie parfois qui se crée où on oublie tous les paramètres. Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça va pas plaire ? Et juste on s'écoute et on fait un truc avec le cœur sans réfléchir à rien. Et évidemment, plus tu as du succès, plus c'est dur de réfléchir comme ça parce que tu as envie que ton truc continue. Il y a une pression que tu peux subir, que tu connaissais pas quand personne te connaissait et que tu n'avais rien à prouver, entre guillemets. Donc c'est un peu comme jongler toujours entre parfois se dire je vais essayer de faire un morceau en me mettant des limites et en essayant de faire un truc qui soit cohérent avec ce que j'ai déjà fait. Et parfois des moments où je me laisse complètement aller, je réfléchis à rien et j'essaye de retrouver cette espèce d'état un peu de naïveté dans lequel j'étais toujours avant d'avoir du succès en fait. Ouais. Et c'est difficile, mais je pense que c'est possible de jongler entre les deux. Il faut pas. Moi, mon grand problème, c'est que j'aime faire de tout. Et aujourd'hui, avec les plateformes de streaming et la manière dont les gens consomment la musique, c'est vrai que ce qui est payant, c'est souvent des artistes qui ont une marque très cohérente, très identifiée, où on parle d'un artiste, on sait exactement de quoi il s'agit. Quand un promoteur book un artiste, on sait exactement ce qu'il va jouer. Moi, depuis toujours, mon problème, c'est ça, c'est que j'aime faire de tout, quoi. Et parfois, j'ai envie de sortir des trucs qui sont vraiment beaucoup trop éloignés de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et donc, j'essaye de me canaliser. Et c'est difficile, franchement, c'est difficile, mais parfois, c'est obligé. Du coup, comment tu décides de ce qui peut sortir ou pas ? Heureusement, je suis pas tout seul maintenant. J'ai une équipe autour de moi. J'ai Quentin et Yoram avec qui je discute tous les jours. On a un groupe WhatsApp qu'on a créé il y a 6-7 ans. C'est quoi le nom du groupe WhatsApp ? Il s'appelle Los Angeles VYQ parce qu'on l'avait créé quand on était à Los Angeles, quand on a commencé à travailler ensemble en fait. Moi j'étais 2 mois là-bas pour faire des sessions studio et eux m'ont rejoint pendant une semaine pour des rendez-vous, tout ça. Et donc on a créé ce groupe WhatsApp et il s'appelle toujours LA VYQ. et c'est marrant parce que Ivanka, ma femme, elle en peut plus de ce groupe. Elle me dit mais je peux plus. Chaque fois que ton tel s'allume, c'est écrit LA VYQ. Mais qu'est-ce que vous racontez dans ce truc-là ? Mais voilà, c'est juste qu'on est passionné par ce qu'on fait et en ayant un échange quotidien, ça me guide moi et ça m'aide à prendre des bonnes décisions et prendre des décisions raisonnées en tout cas. Est-ce que tu as déjà
regretté d'avoir sorti un son, d'avoir pas sorti un son? Bien sûr. Ok. Bien sûr, évidemment. Quand j'ai commencé cette histoire-là, j'ai eu un très gros succès tout de suite qui m'a plongé dans un truc que je connaissais pas du tout, avec beaucoup d'intensité. C'est-à-dire que si j'avais commencé avec un morceau qui marche un petit peu, puis un autre qui marche un petit peu plus, etc., un peu comme un truc qui va crescendo, j'aurais pu voir les choses arriver, les préparer peut-être un petit peu mieux. Mais le truc, c'est que This Girl, ça a été disque de platine dans 35 pays, ça a fait des milliards de streams. Et moi, j'avais 18 ans, je connaissais pas du tout ce monde-là, je connaissais personne dans la musique, j'étais seul. Et donc forcément, des choses se sont présentées à moi et je les ai pas du tout concrétisées parce que j'avais peur, parce que j'avais pas confiance. Et moi, je suis beaucoup comme tu disais tout à l'heure, dans le truc mental, etc. Et je pense que quand t'as pas confiance en toi, parfois il y a un mécanisme d'auto-sabotage qui peut se mettre en place. Et moi, j'étais vachement là-dedans. Je voulais tellement pas, j'avais tellement peur de me confronter aux autres, de prendre de la place en fait, que parfois j'avais des choses incroyables qui se présentaient à moi, mais je préférais refuser, dire non, comme si je voulais garder le contrôle sur tout. Et bah forcément après, quand tu grandis et que tu vois toutes les choses que tu aurais pu faire, tu te dis putain, mais pourquoi j'ai pris cette décision alors que j'aurais dû faire ça et tout. Mais bon, après, maintenant je suis passé au-dessus de ça, mais il y a des moments où, par exemple, Martin Solveig, que j'adore et qui a été un peu comme un grand frère pour moi depuis que j'ai commencé cette aventure, voulait qu'on fasse un feat ensemble. Et en vrai, je sais pas pourquoi, mais j'ai dit non, alors que le morceau était quasiment terminé, que c'était un track super. Et j'avais la pression de mon label en même temps qui me disait non, il faut que tu sortes ça, machin et tout. Donc à la place, j'ai sorti un track que j'aime pas du tout et que je sais même pas pourquoi j'ai sorti ça. Mais bon, voilà, parfois dans la pression, le stress, la précipitation, il y a plein de gens qui rentrent en jeu, t'oublies de t'écouter toi-même alors que c'est quand même le plus important et bah, du coup tu peux prendre des mauvaises décisions. Mais c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a rien de grave et il faut juste l'accepter et puis avancer avec ça. T'as toujours eu cette philosophie par rapport aux échecs, par rapport aux erreurs? Non, pas du tout. Non, avant j'étais beaucoup plus dur avec moi-même et maintenant j'ai appris à être sympa avec moi et à pas être trop exigeant. Je pense que c'est un peu une des bases pour se sentir bien et pour pas péter un câble. Mais non, avant j'étais vachement dur avec moi-même. Dès que je faisais un truc qui était pas exactement comme je voulais, je m'auto-flagellais, je me faisais vachement de mal et tout. Et j'avais même pas du tout le même rapport au succès. J'avais voyé ça comme un truc qui pouvait disparaître du jour au lendemain et j'étais dans une peur constante, comme si je me réveillais, que le demain tout allait disparaître, que on allait me voler tout ce que j'avais créé. Et aujourd'hui non, j'ai plus vraiment ça. Ça m'arrive encore d'être dur avec moi-même. Après il faut pas confondre l'exigence et être dur avec soi-même. Je pense qu'il faut être... Moi je suis exigeant avec moi-même parce que je donne toujours le meilleur de moi-même et j'ai envie de faire le mieux possible, mais être dur avec soi-même et se punir, c'est pas une bonne chose. Comment tu as fait pour passer de l'un à l'autre? Et ben, je suis allé voir un psychologue. Ça aide. Ça aide énormément, beaucoup plus que ce qu'on imagine. En vrai, ça a changé énormément de choses dans ma vie, de parler à quelqu'un, déjà quelqu'un qui te juge pas et qui t'écoute sans te juger ou sans porter de jugement à ce que tu racontes, c'est vachement agréable et puis ça aide à voir la vie un peu d'une autre manière. Je pense que de toute façon, chacun a sa réalité et le monde, il est différent pour tout le monde. Après, c'est à toi de le voir comment tu as envie de le voir, mais il peut être vu de tellement de manières différentes. Et une fois que tu comprends ça, la vie est plus simple, quoi. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a déclenché le fait que tu te dises là, j'ai envie de voir un psy? Ouais, bien sûr, c'est vachement personnel, mais je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais j'ai eu beaucoup de... Comment dire au niveau familial, ça a toujours été très compliqué. Bienvenue au club. Et j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais il y a eu un moment où c'était tellement difficile que j'étais obligé, en fait. Ouais. J'étais dos au mur et... soit j'avançais, soit je sais pas comment ça allait terminer, mais j'étais obligé. Donc c'est vraiment mon destin qui m'a mené à aller voir un psy. C'est aussi, je pense, Ivanka, ma femme, qui m'a vachement
poussé à faire ça, qui voyait que j'avais des failles énormes et des moments où ça allait pas du tout, mais sans aucune raison. Et elle m'a dit, mais il faut que tu ailles voir quelqu'un. Et puis je suis allé voir quelqu'un et ça m'a beaucoup aidé. Si tu devais nous partager peut-être un enseignement que tu retires de ta thérapie, que tu aurais aimé savoir avant, qui t'aurait fait gagner du temps et peut-être du bien-être, ce serait quoi ? Je pense que les choses, elles viennent comme elles doivent venir au moment où elles doivent arriver. Je pense que si je ne l'ai pas fait avant, c'est juste que j'étais pas prêt à le faire. Et je pense que tout ce que j'ai découvert grâce à ça, si on me l'avait dit à 5 ans, j'aurais jamais été capable de l'entendre. Ok. Donc je pense que, encore une fois, c'est toujours dans cette démarche de pas être dur avec soi-même. Si je l'ai pas fait avant, c'est qu'il y avait une raison. Et si j'ai aujourd'hui les yeux assez ouverts pour voir tout ça, c'est qu'il y a une raison aussi. Donc je suis content de l'avoir fait aujourd'hui. Ça veut dire que j'étais assez mûr pour le faire. Et voilà, le seul message que j'ai à faire passer, c'est il faut s'écouter, ça c'est sûr. Il faut pas se renier, mais il faut faire les choses quand tu les sens. Quand est-ce que This Girl explose ? Parce qu'entre le moment où tu le joues en première partie des concerts de David Guetta, le moment où tu as des labels qui le refusent, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, le monde se l'approprie ? Parce que c'était vraiment un succès, comme tu as dit, international. Bah, je sais pas ce qui s'est passé, c'est justement toute la magie qu'on a dans ce métier-là, c'est que parfois un morceau touche les gens et puis les gens se l'approprient et puis ça devient un espèce de phénomène, ça devient viral. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est... Mais tu l'as mis sur SoundCloud comme les autres ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de démarche différente ? J'ai... Du coup, quand même, dans le lot de tous les labels qui ont refusé mon morceau... On les embrasse. On les embrasse. Il y en a un quand même qui s'appelait Barclay à l'époque. Et le directeur artistique de Barclay s'appelle Philippe Logier. Et c'est une personne qui avait signé Lady de Mojo 15 ans auparavant. Et quand il a entendu This Girl, il m'a dit, mais moi je suis sûr que c'est un tube. Et je pense que c'est le genre de morceau qu'on a tous les 15 ans. C'est un truc comme ça que les gens vont s'approprier et qui va devenir énorme. Et moi je lui dis, bah écoute, si c'est ça, ça fait plaisir à entendre, ça fait plaisir, merci Philippe. Et donc lui il y croyait comme un ouf. Et donc on a sorti le morceau chez Barclay, donc Universal. Et puis tu sens quand le truc part et que il dépasse, c'est hors de contrôle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un feeling. J'étais à Aix. Parfois, je me mettais à la fenêtre de mon appartement. J'entendais une voiture qui passait en bas avec This Girl à fond. Je marchais dans les rues, je passais devant un resto, il y avait This Girl, mais le truc venait à peine de sortir. Et je me rappelle que j'avais été invité chez Virgin Radio Marseille pour faire une interview par rapport à une soirée sur laquelle j'étais booké. Et la personne qui m'interviewe me dit, bon bah... Je devais te faire parler de la soirée, mais vu que tu viens de sortir un track qui cartonne, bah on va parler de ça. Et j'étais trop content d'être invité à la radio pour parler d'un de mes morceaux. C'était la première fois. Et donc après ça, voilà, tout s'est enchaîné hyper rapidement. Ensuite, je suis parti tout de suite. J'avais des offres pour mixer dans des festivals partout dans le monde, dans des clubs partout dans le monde. Et puis voilà, c'était le début de ma nouvelle vie, entre guillemets. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Parce que je me dis que les sentiments doivent être très ambivalents. Nous, on voit que le côté très positif de l'extérieur, en mode, bah, ça y est, il connaît le succès qu'il attendait, qu'il mérite. J'imagine que ça doit être beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'il y a de l'inconnu, il y a peut-être la peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, qu'est-ce que tu te dis vraiment quand tu comprends que là, le monde te veut, quoi ? C'est un peu flippant. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que je pense que quand un artiste passe des années à essayer de provoquer ce truc-là, une fois que ça arrive, tu peux avoir tendance à être plus prêt à affronter tout ça. Mais moi, c'était le premier morceau que je sortais de ma vie. Avant les remixes que je faisais en téléchargement gratuit, pour moi, c'était pas vraiment des trucs que je sortais, c'était plus pour me faire la main. Là, c'était le premier morceau commercial que je vendais de ma vie. Et donc c'était vachement flippant et t'as tout de suite ce truc un peu de syndrome de l'imposteur où tu te dis mais c'est bizarre, c'est le premier truc que je sors, c'est pas censé marcher à ce point-là, mais est-ce que je mérite vraiment ? Et puis le truc c'est que le monde entier me voulait, mais
les gens me connaissaient que pour un morceau. Ouais. Et quand je devais mixer 1h30, 2h. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre que mon morceau ? Je vais pas jouer pendant 2 heures le même morceau, c'est pas possible. Ouais. Et donc, je devais créer un espèce de set autour de ça. Et c'était trop dur. J'étais pas prêt pour ça. Et donc, je montais sur scène avec la peur au ventre, en sachant que je proposais pas aux gens un truc qui me ressemblait à 1000% et avec lequel j'étais hyper à l'aise. Je savais que techniquement, j'étais pas vraiment à la hauteur. Je savais que les gens allaient peut-être être déçus. Donc j'étais vraiment j'étais pas conditionné pour vivre tout ça dans des bonnes conditions. Et donc évidemment, c'est difficile. Tu peux pas te plaindre et dire aux gens Ouah, c'est trop dur, j'aime pas ça. Parce que c'est une chance énorme de vivre ça en vérité. J'ai pu... Et je continue d'ailleurs à voyager partout dans le monde, je rencontre plein de gens. C'est vraiment, je suis convaincu, le meilleur métier du monde. Je changerais ma vie pour rien au monde. Mais à l'époque, j'avais beaucoup plus de mal à voir ça comme une chance, mais plus comme une malédiction, quoi. Je me dis, putain, mais merde, dans quoi je me suis embarqué ? J'arriverai pas, c'est trop dur. Et puis j'étais seul. J'avais mon pote Victor avec qui je fais beaucoup de musique aujourd'hui, mais à l'époque il était mon tour manager. Il a le même âge que moi. On était 2 gamins plongés là-dedans et on comprenait rien, quoi. On comprenait pas. On se disait mais qu'est-ce qui nous arrive ? On dormait jamais. On était tout le temps en gueule de bois. C'était trop dur. Et en même temps c'était génial. Ouais. Bah, comme tu dis, c'est le meilleur moyen d'apprendre aussi. Hein. C'est ça. T'es poussé dans le bain. Tu vois, allez, démerde-toi. Ouais, exactement. Mais après, voilà, j'avais pas du tout confiance en moi et en même temps, je savais que j'étais pas au top. Donc ça me faisait vachement de mal. Je voyais beaucoup de commentaires négatifs, de gens qui venaient me voir et qui me disaient bon bah on a été un peu déçus de ce que t'as fait, c'était pas terrible. Et j'étais d'accord avec eux, quoi. Et c'est ça qui était horrible, c'est que j'étais en même temps je me disais je vais pas tout foutre à la poubelle et arrêter de tourner. Et d'un autre côté je savais que j'avais pas encore la maturité, l'expérience et que j'étais pas assez mature dans ma tête pour proposer un truc aux gens avec lequel j'étais 100% à l'aise. Donc c'était un peu ce truc-là c'était génial, mais en même temps, j'ai un peu du mal à vraiment aimer ça, à vraiment kiffer et à me rendre compte de la chance que j'ai de faire ça. Parce que à ce moment-là, tu fais quoi ? Tu fais Tomorrowland, j'ai vu que tu avais fait Coachella. Ouais. Est-ce que c'était dans ce mindset-là que tu as fait ces 2 énormes festivals mondiaux ? Et complètement. Et justement, là, maintenant, je refais un peu tous ces festivals-là avec une autre approche. Et ce qui est génial, c'est que c'est un petit peu des revanches à chaque fois. Ouais. Je me dis, putain, ça y est, là, je reviens, mais beaucoup plus à l'aise, avec un show que j'adore. Je propose un truc aux gens avec... dans lequel je suis 100% à l'aise et donc forcément s'il y a un soir où ça se passe pas terrible, bah, au moins je sais que moi ce que j'ai fait je l'ai fait au max, que j'ai fait de mon mieux et à l'époque c'était pas vraiment le cas. Donc maintenant c'est un petit peu des petites revanches à chaque fois quand je monte sur scène et que je suis super à l'aise. Là cet été j'ai fait une tournée de festivals en France, de tous les festivals que j'avais un peu foirés entre guillemets en 2016. Solidays, Vieille Charrue, tout ça. Et là, j'y suis retourné vraiment, tu vois, avec le torse bombé, genre... ça y est, quoi, je suis I'm back. Et cette fois-ci, je suis de retour, mais avec un truc consistant, dans lequel je me sens bien, tout ça. Et voilà, mais bon, c'est normal, hein, je grandis, j'évolue, c'est pareil pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta manière de travailler, dans ta manière de créer, qui ont permis cette évolution ? Déjà, m'entourer, je pense que ça a été le plus long, le plus dur, mais le plus payant aujourd'hui. Je travaille avec plein de gens, j'ai un label qui m'aide aussi à rencontrer plein de gens et à sortir plein de musique via ce label. Donc c'est... m'entourer, ouais, ça a été vachement long, vachement dur, mais... aujourd'hui, ça m'aide vachement à créer et à me mettre surtout dans un mindset de confiance avec des gens que j'aime et que je considère un peu comme une famille avec qui je me sens bien, tout simplement. Et ça aide énormément. Comment est-ce que tu fais pour pas vivre avec, on va dire, la pression de faire mieux que ton premier tube ?
Parce que, comme tu l'as dit, quand tu connais un si grand succès, Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu dans notre conditionnement d'humain de pas vouloir faire moins bien que ce qu'on a déjà fait, de vouloir progresser. Ouais. Quand la barre a été placée aussi haute, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se perdre dans la comparaison, même pas aux autres, mais à soi-même? Bah déjà, qu'est-ce que ça veut dire faire mieux? Est-ce que c'est faire c'est plus à toi de me dire. Si c'est simplement sur les chiffres faire plus de streams, bah ça va être difficile en vrai, parce que un morceau qui cartonne comme ça, c'est hyper rare. Après, faire mieux, ça veut dire tellement de choses en vrai. Comment ça a évolué cette conception pour toi, de faire mieux? Pour moi, faire mieux, c'est déjà essayer de créer un univers autour de moi. C'est pas être identifié seulement par un morceau, mais comme un projet consistant qui raconte quelque chose et qui peut évoluer dans le temps sans être connu seulement pour un hit ou 2 hits ou 3 hits. C'est ça pour moi le plus dur, c'est essayer de raconter quelque chose et c'est essayer d'avoir des gens derrière moi, d'avoir un public qui est réceptif à cette histoire que j'essaye de raconter et qui va me suivre à travers les années, qui va venir à mes shows, qui va venir me voir quand je mixe. Et ça, c'est le plus dur pour moi. J'ai fait un énorme hit et c'est pas ça qui m'a fait me sentir hyper à l'aise sur scène. C'est pas ça qui m'a aidé à raconter mon histoire. C'est un tout. Donc, en fait, je vois vraiment ça comme un tout et pas comme une compétition avec moi-même. Je sais pas, c'est comme si tu faisais un podcast qui cartonne et puis du coup tu vas te dire non, à chaque fois il faut que ça fasse autant de vues. Non, c'est un tout, c'est la régularité, c'est la fréquence à laquelle voilà, c'est ça, c'est le plaisir que tu prends, c'est chaque jour un petit peu pour faire bien, pas mieux mais bien. Il y a une vraie question que je me pose, tu vois, pour les artistes de manière générale. On en parlait un peu avant de débuter ce podcast, mais est-ce que toi, si tu fais, tu vois, une création que tu aimes vraiment beaucoup, qui te ressemble, dont tu es fier, mais qu'elle ne rencontre pas le public que tu espères, tu arrives à être content, satisfait de toi? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. On est tellement dépendant de likes, de personnes qui commentent, d'avis critiques. Ouais. Je sais pas comment, en tant qu'artiste, quand c'est vraiment son art, parce qu'en plus, il y a quelque chose où, justement, tu mets vraiment de ta personne, on ne le prend pas comme un rejet quand ce n'est pas, on va dire, salué, tu vois, par la critique. Oui, mais je pense que il faut être authentique et si tu restes authentique et en accord avec toi-même pendant plusieurs années, un jour, c'est sûr que tu seras récompensé. Et, tu seras récompensé 1000 fois plus que si tu changes de bord à chaque fois que tu sors un truc et qui ne rencontre pas le succès que tu aurais aimé. Moi, c'est cette philosophie-là que j'essaye d'avoir. C'est parfois, je sors un truc, je me dis, putain, ça va cartonner, c'est super, je suis sûr que ça va marcher. Bah non, pas tant que ça en fait. Bah c'est pas grave, j'avance et j'en ferai d'autres. Et je pense surtout aux gens qui ont écouté et qui ont aimé. Même s'ils sont pas des millions, je suis déjà content d'avoir rencontré un certain public qui a pu apprécier ce que je leur ai proposé. On peut pas gagner à tous les coups, sinon ce serait trop facile. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent si ce sont des artistes, voilà, des personnes qui écrivent, qui dessinent, qui dansent, qui ont l'impression d'être eux-mêmes, mais qui ne rencontrent pas le succès qu'ils espèrent? Parce que je trouve que ça peut être difficile, en effet, de se dire, on dit aux gens de rester eux-mêmes et c'est comme ça qu'un jour ils vont plaire. Parfois, j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Bah c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, moi, j'ai rien à dire en particulier. J'ai pas de message d'espoir ou non, mais c'est vrai. Enfin, il y a aussi parfois des parts de choses inexplicables. Il y a de la chance, il y a des alignements de planètes qui sont au-delà de toutes les choses qu'on peut mettre en œuvre nous-mêmes au quotidien pour essayer de s'améliorer. Il y a des choses qui sont inexplicables. Voilà, moi, j'ai sorti un morceau qui m'a fait sortir la tête de l'eau, mais j'ai profité d'un moment où peut-être c'était ce genre de son que les gens écoutaient, la période était favorable, il y a eu un alignement de planètes qui a fait que j'ai pu avoir un succès gigantesque. Après,
peut-être que dans une autre vie, dans un autre univers, la même personne fait exactement le même morceau, mais le timing est différent, les gens sont pas conditionnés de la même manière à ce moment-là, le morceau marche pas du tout. C'est pas de sa faute, il a fait de son mieux. Après, parfois ça marche, parfois ça marche pas, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu n'avais pas eu ce timing ? Je pense que j'aurais continué à m'acharner jusqu'à ce que ça marche, d'une manière ou d'une autre. Après, c'est pas du tout un sprint. Je pense que c'est plus une course de fond. Et c'est pas parce que ça marche à un moment que ça marchera pour toujours. Je pense que c'est au quotidien qu'il faut essayer de faire en sorte que tes projets existent. Après, voilà, encore une fois, faut pas se comparer. Je pense que c'est la pire chose à faire. En vrai, quand on essaie de faire quelque chose, que ce soit créatif ou dans un business en général, j'imagine, je pense que se comparer, c'est un peu néfaste parce que c'est oublier que chaque histoire est différente et que chaque personne vit sa vie de manière différente. Et un jour, peut-être, tu rencontreras un succès, peut-être que jamais, mais c'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose à un instant T qu'il faut faire la même chose. C'est réplicable pour toi, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que moi, ma philosophie, c'est qu'il faut se comparer à personne, sauf à toi d'il y a quelques années. Moi, j'essaye de faire ça. Et quand je me retourne et que je vois la personne que j'étais il y a quelques années, je suis hyper fier de ce que je suis devenu. Et pas seulement dans la musique, parce que je m'identifie pas que comme un DJ. Il y a plein d'autres choses dans ma vie, heureusement. Et pourtant, quand tu t'es présenté, c'est pour ça que moi, je dis toujours présentez-vous de la façon dont vous le souhaitez. C'est vrai, ouais. C'est tout ce que tu nous as dit. Ouais. Tu veux la refaire ? Tu veux nous refaire une présentation avec toi qui n'est pas que DJ ? Salut, c'est Valentin. Je suis DJ, mais pas que. Non, mais après, c'est très complexe de se présenter en vrai. On a tendance dans notre société à se présenter que via notre métier, mais en vrai, je suis beaucoup plus de choses que ça. Et, c'est difficile comme ça, avec un micro. Qu'est-ce qui te caractérise ? Qu'est-ce que t'aimes ? Moi, j'aime les autres, j'aime l'humain, j'aime rencontrer des gens, j'aime passer des moments simples avec les autres, j'aime sortir avec ma femme, me faire un bon resto, j'aime les choses de la vie en général, voilà, tout simplement. Et c'est ça que j'aime. Est-ce qu'il y a des rencontres à travers le monde qui t'ont marqué ? Il y a un artiste en particulier qui s'appelle Boys Noise qui m'a beaucoup marqué. C'est un artiste qui fait plutôt de la techno. C'est un Allemand, il est basé à Berlin. Et c'est un artiste que j'ai beaucoup toujours admiré. Et j'ai commencé en jouant ses morceaux. Et j'ai eu la chance de faire mon album Club Azur il y a 2 ans avec lui à Berlin. Et c'est un mec tellement sympa, détendu, cool, souriant, ouvert d'esprit. Et on est resté en contact, on se parle souvent et tout. Et je trouve que c'est un artiste fantastique. Et c'est devenu un copain. Et il y a plein d'artistes comme ça que je rencontre, soit dans des sessions, soit en festival ou quand je voyage, et puis ça devient des copains, et c'est super. T'as bossé avec Taylor Swift, je crois. Non, j'ai fait un remix pour Taylor Swift. T'as fait un remix pour Taylor Swift, mais ouais. C'est elle qui t'a demandé ? C'est son manager, mais elle a dû valider à un moment. C'est assez incroyable. Ouais, c'est assez fou ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des artistes comme ça que t'as peut-être pas encore rencontrés ou avec qui t'as pas encore bossé, avec qui t'aimerais travailler ? Il y en a plein, hein. Il y en a plein, mais un DJ producteur que j'adore, c'est Calvin Harris, et je suis un énorme fan, et j'espère qu'un jour on pourra faire quelque chose ensemble. Si tu nous entends, Calvin, ouais. À quel point aujourd'hui je me rends pas compte en fait de ta puissance. Est-ce qu'elle est plus européenne ou plus internationale ? Toi, tu bosses principalement avec des internationaux ? Ouais, un petit peu de tout en vérité. Okay. Là, ça fait un moment que je suis pas allé aux États-Unis, donc je dirais plus c'est plus européen aujourd'hui. Ouais. Mais après, tout peut aller tellement vite parfois. Il suffit d'avoir un petit succès aux US et puis du coup j'y retourne pendant quelques mois. Et tu t'es pas dit à un moment, je sais pas, je veux m'implanter dans telle ou telle région
pour me développer encore plus? Là, le prochain move que je vais faire, c'est aller me baser à Londres. D'accord. On a pris cette décision-là avec Ivanka très récemment. Et elle est à fond, elle est super contente, ravie de faire partie de ce truc-là. Je lui dis on y va, elle me dit ok, let's go. Et Londres, c'est une ville que je trouve hyper inspirante. Ouais. Et je bosse beaucoup là-bas en session et je rencontre tellement plus de monde et je trouve que je suis beaucoup plus créatif et inspiré quand je suis là-bas. Donc je me suis dit, autant aller vivre là-bas, quoi. Donc ces prochains mois, je pense qu'on va prendre nos affaires et puis on va aller se baser là-bas. Trop bien. Ouais. On parlait de Club Azur, qui est donc le nom de ton album. C'est aussi, je crois, à la base le nom du projet que tu as lancé pendant le confinement. Ouais. Alors, on parlait de cette peur que le succès s'arrête du jour au lendemain. Je pense que la période de la pandémie a vraiment été un moment où on s'est rendu compte que potentiellement tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Ouais. Comment tu l'as vécu ? Hyper bien. J'étais trop content que ça s'arrête. Non. Je te jure. Ça m'a fait un bien fou. Parce que justement, t'étais dans cette phase où tu jouais un peu un rôle où t'étais pas aussi bon que t'aimerais l'être et ça t'a permis de te reconstruire, quoi. C'est ça, exactement. En fait, de 2016, 2017 jusqu'à 2019, je surfais toujours un peu sur le succès de This Girl en essayant de me trouver quand même dans tout ça. Et c'est difficile de garder les idées claires quand on tourne énormément. Et à l'époque, j'avais, je pense, 100, 150 dates par an. Donc c'est très difficile de garder les idées claires quand on est toujours sur la route et qu'on est toujours entre deux avions. Et donc j'avais besoin, je pense, d'une pause. Et en même temps, quand ça marche, c'est difficile de dire j'arrête. Je prends du temps pour moi. J'arrête de tout le temps être en déplacement, tout ça. Quand tu vois tout le monde continuer à côté et que les places sont chères en vrai, donc tu te dis putain, est-ce que je fais vraiment bien d'arrêter ? Là, c'était une pause forcée pour tout le monde. Et tout le monde l'a vécu un peu différemment. Mais moi, en tout cas, je l'ai plus vécu comme un moment où je pouvais enfin souffler. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup. T'as fait quoi ? Tout sauf de la musique. C'est vrai ? Pendant bien 2 mois, je pense, j'ai bouquiné, je sais même, enfin, je me suis autorisé à rien faire en fait. Wow. Et franchement, ça faisait du bien. Donc j'ai passé un été, enfin, avant l'été, j'ai rien fait, en vrai, rien du tout. Et en juin, j'ai rencontré Ivanka. Et on se connaissait à peine. Et moi, c'était la première fois depuis longtemps que j'avais un été sans rien. Donc ça fait bizarre pour un DJ de pas avoir de date de l'été. Donc je lui ai dit, vas-y, viens, on part ensemble, on part en vacances. Donc on a loué une caisse et puis on a sillonné comme ça quelques endroits en France. Et puis on a voyagé ensemble. Et en fait, c'est la première fois que j'avais autant de temps à consacrer à autre chose qu'à la musique. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a aidé aussi à toujours dans cette quête de développement personnel, tout ça. Ça m'a aidé à prendre du recul par rapport à la musique, à prendre du temps pour vraiment définir ce que je voulais faire, ce que je voulais être et surtout ce que je voulais pas faire. En vrai, c'est surtout ça le plus important. Et c'est quoi cette conclusion de ce que tu veux pas faire ? Des choses qui me ressemblent pas, des choses qui sont contraires à qui je suis et pour des raisons qui sont pas les miennes. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est hyper abstrait, hein, mais c'est faire les choses pour les bonnes raisons, sans aller contre mon instinct et mon intuition. Et aujourd'hui, j'essaye de suivre mon instinct avant tout. Je pense que c'est la priorité sur tout le reste. C'est fou. T'as confiance en ton instinct. Ah, mais plus que personne d'autre. C'est je sais pas, moi, je me dis toujours, la rationalité m'aidera toujours plus à prendre une décision, tu vois, avec des faits, genre concrets, parce que j'aurais peur de me faire confiance et en fait de regretter derrière parce que. Mais qu'est-ce que tu risques si ça marche pas? Si déjà, je risque de m'en vouloir. Mais pourquoi? Parce que tu t'es écouté? Bah oui, parce que je me dis, j'aurais dû penser autrement. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, tu vois, de me dire, là, j'ai pas assez pensé en amont, je suis trop allée, voilà, comme je le sentais, et du coup, j'ai fait des erreurs, du coup, peut-être ça a blessé des gens. Enfin, je trouve que c'est très dur de se départir de « j'aurais pu faire mieux ».
Je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, suivre mon instinct, c'est pas non plus oublier tout le reste et pas réfléchir et foncer la tête baissée. Mais c'est toujours avoir en tête que ça part d'un sentiment que j'ai pu avoir et d'une envie profonde. Après, parfois, j'ai un instinct sur quelque chose et puis je réfléchis un peu, je sors, je marche un peu, je réfléchis et parfois, en effet, je m'étais trompé. Mais l'instinct profond, je veux dire, vraiment là, un peu comme une espèce de... Comme si tu étais sur un chemin invisible et que tu as une quête. Cette quête, parfois, elle est plus forte que tout le reste. Moi, j'ai vraiment cette image-là où je suis sur un chemin, je rencontre des gens, il y a plein d'avis qui divergent, un peu comme si des éléments essayaient de me pousser en dehors du chemin, mais j'ai la tête droite et je regarde loin devant et j'ai toujours cette quête. C'est quoi ta quête ? D'être heureux, tout simplement. Et pour ça, il y a plein de choses que j'essaye de mettre en place dans mon quotidien, mais ma quête principale, c'est juste d'être bien, quoi, voilà, tout simplement. C'est pas d'être le plus successful de la Terre, c'est pas d'avoir le plus d'enfants sur la Terre, c'est pas d'être le plus riche sur la Terre, c'est juste d'être bien, voilà, tout simplement. Mais après, chacun a sa définition du bonheur, mais pour moi, le bonheur, c'est pas le succès, ça participe énormément au bonheur, le succès, parce que ça t'aide à t'épanouir dans ton travail, mais pour moi, il n'y a pas que ça. Voilà. C'est quand la dernière fois que t'as été dans le flow ? C'est quoi le flow ? C'est quand t'es à fond dans un truc ouais, genre, c'est quand tu vois même plus le temps passer, quoi. T'es dans un état de bien-être tel que tu perds la notion du temps et de l'espace. J'ai souvent ça quand je fais de la musique. J'essaye de... Justement, c'est quand je te parlais de cet état un petit peu où tu retrouves la naïveté que tu avais au début, c'est un peu ça le flow pour moi. C'est quand je suis en train de faire ma musique et que j'oublie tout. Je suis juste focus sur le sentiment et l'émotion que j'essaye de dégager dans ce que je suis en train de faire. Et la dernière fois que j'ai été dans le flow, c'était il y a 2 jours. Ok. Ouais. Sur un set ? Sur un morceau, j'étais chez moi au casque en train de faire un morceau. Je fais un EP avec un DJ qui s'appelle DJ Seinfeld et on a commencé quelques morceaux ensemble à Londres et là j'ai essayé d'avancer sur un de nos morceaux il y a 2 jours et le morceau s'appelle A Touch of Light, il est assez cool, j'étais juste trop bien quoi, trop bien. Est-ce que tu as un processus créatif ? Ouais, moi j'aime beaucoup les samples et donc ce que je fais c'est que j'aime bien choper des morceaux de samples un peu partout. Sample ? Ouais, des samples, ouais. D'accord. La meuf trop bilingue. Pardon, sorry. Donc ça veut dire des samples, c'est des échantillons. Oui, voilà, des échantillons. D'accord. Donc, pour les gens peut-être qui connaissent pas, tu vois. Ouais. En fait, c'est par exemple une boucle de 5 secondes d'un morceau péruvien des années 70. J'aime bien choper plein de petites boucles comme ça, faire en sorte de faire matcher plusieurs boucles qui n'étaient pas censées se rencontrer. Moi, c'est ça mon processus de création, c'est essayer de trouver une erreur en fait. C'est là où je prends le plus de plaisir, c'est quand j'ai un son qui sonne pas parfait ou comme autre chose. En fait, c'est par exemple moi, tu me mets un clavier avec un piano ou un synthétiseur qui sonne un peu comme un synthétiseur lambda. J'arrive pas à prendre du plaisir parce que j'ai l'impression de faire un truc que j'ai déjà entendu 1000 fois. Par contre, créer des bugs avec des machines ou avec des samples, je trouve ça bien, ça me procure du bonheur, du plaisir. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré de joie ? Ça, c'est une bonne question. J'ai beaucoup de mal à pleurer, moi. Donc, Ok. pleurer de joie, je crois que j'ai jamais pleuré de joie de ma vie. Ah ouais. Ouais. Donc, jamais. Et quand est-ce que la dernière fois que t'as pleuré tout court, du coup ? La première et la dernière fois que j'ai pleuré. T'as pleuré une fois dans ta vie ? Ouais. Et c'était il y a 3 mois. Tu sais, quand je te dis que j'étais vraiment dos au mur, c'est qu'il y a eu un moment où j'étais obligé d'y aller, quoi. Et donc, j'ai pleuré pour la première fois de ma vie il y a 3 mois.
Putain, ça fait du bien de pleurer. Hein. Ok, j'allais demander qu'est-ce que ça te fait quoi quand c'était t'as génial. retenu, j'imagine, genre 27 ans de. C'était génial, ça m'a fait un bien fou. Okay. Et voilà. Merci, tu partages. Je te souhaite en 2024 de pleurer un peu plus de joie, de préférence quand même. J'espère aussi. Non, mais c'est intéressant. J'ai regardé Ivanka, je me dis putain, mais c'est la première fois que je pleure, ça fait un bien fou quoi. C'était génial. Et des jeunes mariés là. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ça te fait quoi ? Ça t'a changé quelque chose ou pas dans ta vie ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est. Moi, j'ai déjà un peu l'impression d'être marié inconsciemment depuis quelques années, donc c'était juste histoire d'acter le truc. Mais ouais, je suis trop content d'être marié, c'est génial. C'est dur pour ta femme d'être avec quelqu'un de connu ? Parfois, c'est un petit peu dur pour elle, dans des moments très particuliers, où elle a l'impression que des personnes vont trop loin avec moi. Moi elle me dit tout le temps que j'ai tendance à être trop gentil avec les gens qui viennent me parler parfois mais que je n'ai jamais vu de ma vie, et parfois ça la rend folle. On est tranquille en train de boire un verre ou au resto et puis il y a des gens qui se permettent des choses qui pour elles sont pas très bien, mais c'est tout. Après sur le reste, je pense pas que ce soit très difficile pour elle. Non, ça va. C'est juste le truc de la vie privée parfois. Ça la saoule un petit peu quand certaines personnes respectent pas trop notre vie privée, mais sinon ça va. T'as demandé des conseils là-dessus et puis sur ton métier de manière générale à des anciens, j'espère qu'ils m'en voudront pas d'utiliser ce terme, comme David Guetta ou Martin Solveig ? Non, pas vraiment. Ok. Non, je leur demande pas de conseils en particulier, mais j'essaye d'observer vachement comment ils font. Non, je suis plus dans l'observation, mais je demande pas vraiment de conseils. Parce que, encore une fois, chacun fait son truc à sa manière. C'est vrai. Donc, des conseils, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, Non, mais tu vois, par exemple, David Guetta, c'est vrai que moi, je suis assez... D'ailleurs, David, l'appel est toujours... J'ai failli l'avoir sur InPower, là. J'ai changé avec Jérémy, je crois, qui est son agent, et puis au final, il est tellement toujours pareil, à droite, à gauche, que... Ah, il est dur à capter, c'est David. C'est difficile, mais David, l'invitation tient toujours, parce que je serais vraiment curieuse de savoir comment, non seulement tu te renouvelles, mais comment tu continues à prendre du plaisir après autant d'années. Ce serait vachement intéressant de l'avoir, ouais, parce que là-dessus, je pense qu'en effet, il a une philosophie qui est assez folle sur la vie, sur le succès, sur tout ça. C'est un personnage qui est fascinant. Hein. Moi, j'ai énormément d'admiration pour lui. C'est une machine de guerre, quoi. Ouais, c'est vrai. Vous avez sorti un son ensemble là en janvier. Ouais, on a sorti un son ensemble et j'étais trop content, et je suis encore trop content, hein. Il est tout neuf, il est tout récent, mais j'ai réussi à l'avoir dans mon studio à Paris pour finir le morceau et pour faire quelques vidéos avec lui, tout ça. Et déjà, j'étais trop fier de l'avoir chez moi dans mon studio. Et puis voilà, on l'a eu un 23 décembre à 23h. Il est rentré d'une date en Arabie Saoudite, je crois. Et il est sorti de l'aéroport un 23 décembre. Le mec, il vient, il a le sourire, il a une super énergie, il est trop content d'être là. Il fait son taf. Et puis une heure après, il est parti. Et c'est plein de petits détails comme ça où il donne de sa personne, il est à fond, il se pose pas de questions. Et puis voilà, moi je pense que David, une de ses plus grandes forces, c'est qu'il a pas d'ego, et que il le dit lui-même, il dit moi, si j'ai quelque chose à apprendre de la part de quelqu'un, je suis ravi d'apprendre. C'est ça aussi, je pense, un des secrets de sa longévité, c'est qu'il a aucun problème à collaborer avec des mecs qui ont 20 ans de moins que lui. Là où d'autres pourraient croire que c'est un danger, ou qu'il faut se méfier de la jeunesse parce qu'ils sont plus cool et parce qu'ils sont mieux que toi. Pas du tout. Lui, au contraire, il a compris que forcément la jeunesse, c'est un souffle différent, c'est une vision différente, et il vaut mieux s'en inspirer et essayer de l'embrasser pour en faire un truc, plutôt que de le rejeter et de dire non, j'en ai pas besoin, ça va, t'as vu où je suis, je suis David Guetta quand même. Il pourrait être comme ça, hein, mais moi, toutes les fois où je l'ai vu, il donnait pas le sentiment d'être un mec qui a tout compris sur tout et qui dit je suis le boss, machin. Non, il a envie d'apprendre. On a bossé ensemble, il regardait comment je produisais, il me posait plein de questions, il est curieux, et je pense que c'est un de ses secrets. On parlait un peu de développement personnel et tu me disais que toi tu travailles dessus
activement. Est-ce qu'il y a des facettes de ta personnalité ou je sais pas, des failles que tu as encore envie d'adresser? Genre consciemment, tu te dis, j'aimerais travailler là-dessus. Ouais, il y a un truc sur lequel je travaille énormément et sur lequel j'avance beaucoup, c'est le regard des autres. Ok. Ça, ça a été, je pense, que c'est mon plus grand combat en ce moment. D'autant plus que je suis amené à beaucoup me produire et à beaucoup prendre la parole et à être vu, en tout cas à être regardé. Et quand on a du mal avec le regard des autres, c'est très difficile de vivre ça. On a toujours l'impression d'être épié, d'être observé, tout ça, c'est dur. Mais avant, quand je montais sur scène, j'avais tendance à focaliser toujours un peu sur le négatif. Et ça, c'est un truc qui est vraiment pas bien. Et je sais qu'il faut que je travaille dessus. Par exemple, je suis à Solidays devant 50 000 personnes. Et les gens sont là, ils sont hyper contents, machin. Et puis je regarde au fin fond de la foule et je vois 4 personnes partir. Et je vais me dire, mais pourquoi ils partent? Qu'est-ce qu'ils trouvent pas ça bien ou quoi? Les gars, revenez, tu vois. J'ai presque envie de prendre le micro, de dire, les 4 mecs là-bas. Je vous ai vu. Vous revenez maintenant. Empêchez-les de sortir. C'est ça. Et donc je vais plus me focaliser sur ces 4 mecs qui vont peut-être dire, ah ouais, j'ai vu Kung, c'était pas bien, machin. Plutôt que sur les milliers de personnes qui sont en face de moi, qui passent un super moment, et puis voilà. Mais tout ça, c'est aussi accepter que je suis pas parfait, que je suis un humain comme tout le monde, et que forcément, par définition, y a des gens qui vont pas m'aimer, il y a des gens qui vont pas aimer ce que je suis, ils vont pas aimer ce que je raconte, ils vont pas aimer ma musique, et c'est ok, il y a aucun problème avec ça. Et vouloir être aimé de tous, c'est horrible comme sentiment. C'est un combat perdu. Hein. C'est un combat perdu. Et puis, du coup, tu vas dégager l'inverse. Ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives quelque part et que tu veux être aimé de tous, tu vas te comporter différemment que si tu acceptes qui tu es. Et donc, ça va faire l'effet inverse. Tu vas juste pas être vraiment toi-même, tu vas pas être à l'aise et tu vas dégager quelque chose qui est pas vraiment toi. Donc c'est un combat perdu d'avance et quand je monte sur scène c'est la même chose. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les artistes qui osent être qui ils ont envie d'être, tu vois, et ça c'est vachement important. Et après c'est difficile aujourd'hui avec le monde des réseaux sociaux, machin, t'as toujours peur de dire une connerie et que ça se retourne contre toi, donc ça c'est évidemment c'est un paramètre qu'il faut pas oublier, mais voilà, être soi-même, ne pas avoir peur du regard des autres et puis voilà. Et il y a une espèce d'image que j'ai en tête, c'est comme si t'arrives quelque part, essayer de plaire à tout le monde, c'est un peu comme si t'avais un plateau sur lequel tu mettais toute ton âme, en fait, comme si tu valais rien, et que tu disais aux gens, si vous voulez, je peux être comme ça, ou sinon je peux être comme ça, si vous voulez, je peux m'adapter, je peux être comme ça, et donc en fait, t'oublies qui tu es vraiment, c'est un peu comme se renier, tu vois, c'est pas avoir pris conscience de toi-même et de tout ce que t'es, de toi, quoi, tout simplement. Et moi, j'essaye de travailler là-dessus. Et c'est difficile, mais j'avance. Il y a une citation que j'ai lue récemment sur Instagram, parce que parfois il y a des bonnes choses. C'est le compte Thomas Lelu, là, qu'on voit beaucoup en ce moment. Et en gros, il écrivait Thank you for the people who didn't love me. It forced me to love myself. Mais c'est ça. Et alors bon, la traduction approximative, parce que ça rend toujours moins bien en français, c'est en gros merci à toutes les personnes qui ne m'ont pas aimé, ça m'a forcé à m'aimer moi-même. Exactement. Et ça m'a grave fait réfléchir. Je me suis dit, soit quand t'as des gens qui t'aiment pas, parce que c'est sûr que Dieu sait qu'on en a sur les réseaux, soit tu t'accroches à ça et finalement ça finit par t'atteindre et ça pourrit en toi, tu vois. Ou soit tu te dis, ok, il m'aime pas, en fait personne d'autre peut le faire à ma place, donc je vais au contraire. C'est ça. M'aimer encore plus fort pour que je n'ai pas besoin de leur amour, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Il faut s'aimer. Je pense que c'est la base de tout. C'est obligatoire, en fait. Si tu veux être heureux, si tu veux te sentir bien, t'es obligé de pouvoir te regarder dans une glace et t'apprécier, quoi. Si tu t'apprécies pas toi-même, tu peux pas être bien avec les autres autour de toi. Et moi, j'ai aucune honte à dire que quand je me regarde dans une glace, je suis content de ce que je suis. Je suis en phase avec moi-même. Et donc tout va bien, quoi. T'as déjà eu des velléités de performer au-delà du DJing, si c'est un verbe? Ce que je veux dire, c'est que les artistes les plus connus aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des chanteurs ou des chanteuses qui du coup vont vraiment nous embarquer avec des shows, avec des à la fois de la danse, à la fois du chant, etc. Du coup, il peut y avoir une forme
de hiérarchie même, j'ai l'impression de l'extérieur par rapport au type de musique qui existe. Tu vois, j'explique pas que le rap aujourd'hui soit plus mainstream que le DJ, enfin que le fait d'être DJ. Pourquoi les rappeurs aujourd'hui, peut-être parce que les paroles touchent plus l'émotion et qu'on est des êtres finalement régis par l'émotion, tu vois. Mais est-ce que toi, ça t'a questionné parfois dans le type de musique que tu voulais proposer ? Ouais, bien sûr. Je pense que si le rap et les chanteurs sont plus mis en avant, entre guillemets, que les DJs, c'est simplement parce que les rappeurs ils racontent avec des paroles leurs histoires. Et donc, le public s'identifie beaucoup plus facilement à une personne qui va prendre la parole avec sa voix qu'à un DJ qui va essayer de faire passer des émotions derrière des platines. Donc, naturellement, il y a une espèce de hiérarchie qui se crée. C'est plus difficile en tant que DJ de prendre la parole et de raconter des choses profondes. Mais après, je pense que c'est pas vraiment une question de hiérarchie, je pense que c'est juste deux circuits complètement différents. Et je pense qu'il y a des pays où ils ont complètement intégré qu'un DJ, ça chante pas, et qui peut faire passer des messages à travers, de manière différente, à travers des émotions, à travers des shows, à travers d'autres choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être un artiste si tu prends pas la parole. En fait, c'est ça le truc, c'est que si t'es un DJ, que tu sors ta musique et que quand t'es sur scène, t'es juste derrière tes platines, bah, c'est difficile pour les gens de s'identifier à toi. Est-ce que c'est pas ce qu'ont fait un peu les Daft Punk ? Bah, les Daft, c'est tout ce qu'il y a de mieux en fait. Hein, franchement. Ils ont vraiment fait un hold-up, genre pour le coup. Ah non, c'est dingue ce qu'ils ont fait les Daft Punk. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait encore exister dans le monde d'aujourd'hui. C'est vrai que c'était pré-réseaux sociaux. C'était pré-réseaux sociaux, c'était une époque complètement différente. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle ça n'existe plus aujourd'hui. Ouais. C'est que ça pourrait plus exister de la manière dont ça a existé avant. Et ça, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Et ça veut dire beaucoup de la société d'aujourd'hui, où on est toujours un petit peu obligé de s'exposer, de montrer qui tu es vraiment, en fait. On peut plus se cacher aujourd'hui derrière un masque ou derrière un... On doit aller au charbon, on est obligé en fait de prendre la parole et de raconter des histoires avec la voix. Je pense que c'est difficile aujourd'hui d'exister sans ça. Il y a des milliers de contre-exemples, donc je pense que la vérité se situe un peu entre les deux, mais aujourd'hui on doit donner de sa personne, ça c'est sûr. Tout le monde doit le faire, c'est obligé. Si on te revoit sur InPower dans 20 ans, t'aimerais qu'on te voit comment et pourquoi est-ce que tu as envie qu'on se souvienne de toi ? Dans 20 ans ? Ouais. Si je dois revenir ici ? Ouais. Bah écoute, j'en ai aucune idée. Comment j'ai envie qu'on se souvienne de moi ? Je sais pas, je m'en fiche en vérité. C'est vrai ? Je crois que tu as déjà fait ton travail par rapport au regard des autres. Alors. Non, mais c'est... Je sais pas, j'ai pas envie qu'on se souvienne de moi d'une manière ou d'une autre. J'espère juste, d'ici là, avoir toujours les mêmes valeurs en tête et pouvoir... faire toujours ce qui me rend le plus heureux au monde, c'est-à-dire un équilibre de plein de choses, dont la musique. Et puis voilà, j'espère que dans 20 ans, je serai toujours capable de faire ce métier. J'espère que le monde dans lequel on vivra nous permettra de toujours pouvoir faire ce métier-là de manière aussi libre, en vrai, parce qu'il ne faut pas mettre ça de côté, le monde évolue très vite. Et parfois, on oublie qu'on vit, en tout cas ici en Europe, de manière très libre. Et ça, c'est une chance énorme. Est-ce que dans 20 ans, ce sera toujours le cas ? J'espère, mais on ne sait pas. Donc j'espère que dans 20 ans, on sera capable de faire toujours ce métier-là et de pouvoir donner du bonheur aux gens, de pouvoir mixer dans des festivals, dans des clubs. Et puis voilà, pouvoir continuer à voyager. Ça fait beaucoup, mais... On souhaite d'avoir la même vie que maintenant, finalement. Bah ouais, exactement. Je trouve que c'est plutôt positif sur ce que ça dit de toi aujourd'hui. J'espère, ouais, exactement. J'espère avoir la même vie que maintenant, avec quelques petits ajustements et 20 ans de plus. Ouais. J'ai quelques dernières questions pour toi. Si tu pouvais recommander aux personnes qui nous écoutent un livre qui t'a particulièrement marqué, ça peut aussi être une autre source, un film, un podcast, etc. Alors attends. Qu'est-ce que tu recommanderais ? Le livre que je recommande et qui a vraiment... Je ne vais pas dire que ça a changé ma vie parce que c'est... Ah, tu peux, hein. Mais ça a changé beaucoup de choses pour moi.
c'est Avoir le courage de ne pas être aimé de Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Ah oui, je comprends pourquoi t'as regardé le nom. Ok, c'est des auteurs japonais. C'est japonais, ouais, mais c'est évidemment traduit en français. C'est un livre, tout est dans le titre, hein, Avoir le courage de ne pas être aimé. C'est sur ça que je travaille beaucoup en ce moment. Et ce livre apprend beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup pour la recommandation. Je le mettrai dans ma liste de livres à lire. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que t'aimerais entendre ? En vrai, David Guetta, hein. On va dire David, l'appel de David. David, je prendrai mon joker, l'appel à un ami. Toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui ont un contact par rapport à David, n'hésitez pas à m'écrire par DM. Mais je pense en effet que ça pourrait faire un très chouette épisode. Surtout qu'en fait, génial. J'aime bien recevoir des personnes, de plus en plus, tu vois, je trouve qu'on l'entend pas des masses en fait. On le connaît tous, mais personne ne sait vraiment qui c'est. Ouais. Et je trouve que ça c'est intéressant, tu vois. C'est qui l'homme derrière l'artiste ? Bonne question. Voilà, donc on le découvrira dans le prochain épisode. Très bientôt, abonnez-vous. Et du coup, la dernière question que je vais te poser, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est être libre. Et être libre, c'est déjà s'affranchir du regard des autres. C'est essayer de faire le bien autour de toi dans la mesure du possible, dans la communauté, j'ai envie de dire. Ne pas être motivé que par le succès dans le travail ou dans tout le reste. Pour moi, la liberté, c'est ça. Et prendre le contrôle de sa vie, c'est être libre. Trop bien. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Valentin. Alors, tu sais quoi ? J'ai même pas dit, mais donc tant pis, je le dis à la fin. Bonne fête, Valentin. Merci. Nous enregistrons donc le jour de la Saint-Valentin. Et je t'ai pas non plus demandé, finalement, une question assez évidente, à savoir, pourquoi Kungs ? Ah, bonne question. On me l'a jamais posée. Mais c'est pour ça que je préfère t'avoir posé des questions avant que personne t'ait jamais posé et terminer par le plus évident pour les personnes qui sont encore là et qui peut-être se posent encore la question. Kungs, ça vient du letton de seigneur. Du letton ? Oui. C'est quoi le letton ? C'est la langue que parlent les gens qui vivent en Lettonie. D'accord, ok. Voilà. Évident, finalement. Évident. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Tout le monde le sait. J'ai trouvé ça sur Google Traduction avec mon frère quand j'avais 15-16 ans et qu'il me fallait un nom d'artiste. Et j'étais pas du tout inspiré, je savais pas du tout quoi prendre comme nom d'artiste. Donc pour rigoler, on a tapé Seigneur, terme totalement humble et voilà, à ton image. À mon image. Et en plein de langues différentes. Et en letton, ça donnait Kungs. On s'est dit, bon, vas-y, c'est marrant. Au début, je disais Kungs. Puis après, les gens ont dit Kungs. Et en fait, à la fin, ça ressemble à un nom de biscuit un peu. Tu sais, Kungs. J'ai bouffé un Kungs. Ça va, ouais. C'est vrai. Douap, mais tu vas revisiter, voilà, quoi. C'est ça. Et bon, et finalement, je l'ai encore aujourd'hui. Il est là toujours. Il restera là pour toujours. Il va falloir que je l'assume. Bon, je commence à l'assumer. Petite victoire le jour où j'ai joué dans un festival en Lettonie et que tout le monde faisait Kungs. Ah ouais. Quand tu sais la signification, ça fait plaisir. Sympa. Très sympa, beau storytelling. Voilà. Merci beaucoup, Valentin. Et écoute, pour les personnes du coup, qui veulent en savoir plus sur toi, ou te retrouver prochainement, ou écouter les sons qui vont sortir, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Sur mon Spotify déjà, si vous veulez écouter ma musique. Sur Instagram, sur tout genre de réseaux sociaux en général. C'est @Kungs ? Oui, @Kungs. Et puis voilà, je pense le truc le plus fun à suivre, je pense que c'est les histoires de mon label Club Azur, dans laquelle plein de gens interagissent, plein d'artistes super sortent de la musique. Et puis voilà, avec ce label, je vais faire plein de soirées, je vais sortir plein de musique, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est là où je prends le plus de plaisir. Donc, ok, je mettrai tout ça dans les notes. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à toi.